Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous sur votre heure de lunch aujourd'hui. On a une belle planification encore ce mois-ci. C'est le webinaire sur les subventions et crédits d'impôt pour les projets d'innovation. Donc notre but, ça va être de justement passer à travers c'est quoi l'innovation, c'est quoi les crédits d'impôt, c'est quoi les subventions et crédits d'impôt disponibles pour financer les projets d'innovation et aussi de voir c'est quoi les étapes concrètes pour mettre ça en marche. Donc j'ai un peu volé le scoop sur l'ordre du jour, là, mais en gros, on va repasser à travers c'est qui Hello Darwin, c'est quoi l'innovation, comment est-ce qu'on traduit ça, puis c'est quoi un peu que le gouvernement va décrire comme étant de l'innovation, parce que très relatif là, comme terme, ou en tout cas plusieurs définitions, puis on va essayer de démystifier tout ça. Après ça, on va parler de c'est quoi les subventions, crédits d'impôt disponibles pour mettre en œuvre des projets du genre, et on va mettre, comme d'habitude, des exemples concrets d'application sur comment est-ce que ça peut se ressembler un peu à un projet du genre avec des exemples de subventions puis crédits d'impôt concrets, et aussi voir c'est quoi les premières étapes pour commencer. C'est un bon programme. Ça semble bon. Ouais. Yes. Qui sommes-nous? Donc, vas-y. Je peux peut-être y aller. Donc, premièrement, juste avant même de nous présenter, je veux encore une fois vous remercier d'être plusieurs centaines, je crois, presque 500 là, qui sont sur l'appel aujourd'hui. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. C'est rendu une tradition, je crois, de faire des webinaires chez Hello Darwin. Fait que, je crois qu'on est à un peu plus que 10 maintenant qui ont été réalisés. Définitivement, votre soutien, l'appréciation puis les commentaires que vous nous envoyez sont super appréciés. Je relancerai l'invitation si vous avez d'autres sujets, si vous aimeriez qu'on touche à des points ou même que le format soit un peu différent. Notre porte est toujours ouverte pour en discuter, pour recevoir vos idées. Fait que voilà, sans plus tarder, je vais nous présenter. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Mike avec nous. Mike, dans le fond, est président chez R&D Partners. R&D Partners, on va en parler au fur et à mesure de la discussion, mais essentiellement, c'est une firme qui se spécialise en crédit d'impôt, qui touche à beaucoup de projets puis de programmes en innovation. C'est un collaborateur depuis un bon bout de temps là, chez Hello Darwin. Fait que on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Mike. Plaisir d'être ici, Francis. Nice. Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui, le but, là, ça va être, on a demandé à Mike de venir pour nous aiguiller puis pour être capable d'alimenter la discussion sur vraiment, premièrement, c'est quoi un crédit d'impôt? Mais plus loin que ça, c'est quoi un projet d'innovation typique? Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Évidemment, Hello Darwin, on se spécialise dans tout ce qui touche au montage de subventions pour les différents projets. Donc, bon, vous nous connaissez déjà. On est une équipe là, qui se spécialise dans vraiment tout ce qui est planification des mandats, comment est-ce qu'on va aller chercher les différents leviers financiers disponibles. On se spécialise vraiment dans tout ce qui est subvention, mais de travailler avec des collaborateurs comme l'équipe à Mike, ça vient vraiment augmenter notre spectre de connaissances puis de capacité pour nos clients. Ça faisait déjà un certain temps là, qu'on se faisait demander de plonger davantage dans les crédits d'impôt. C'est des programmes qui existent depuis très longtemps, qui sont connus, mais pas vraiment connus. Tout le monde connaît de nom, Shred, RSDE, c'est très complexe, etc. Puis c'est vraiment une expertise qui est différente, en tout cas, du moins à notre compréhension là, des demandes de subventions, puis même du développement de projets comme tel. Fait qu'on trouvait que c'était super pertinent d'avoir Mike avec nous aujourd'hui. Merci. Fait que je pense qu'une des premières questions, puis même, nous, à l'interne, parce qu'évidemment, l'innovation, ça peut se financer de différentes manières. Il existe toujours les bons vieux prêts qui peuvent nous aider à financer un projet. On a évidemment l'argent que la compagnie a dans son compte pour pouvoir financer ces projets-là. Évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le financement non dilutif. Là, donc, c'est vraiment tout ce qui touche au crédit d'impôt puis aux subventions. Mais là, on a une thématique qui est particulière, qui est l'innovation. Puis je pense que ça vaut la peine de se replonger sur c'est quoi de l'innovation. Parce que l'innovation, en tout cas personnellement, je parle à des entrepreneurs, elle peut avoir une définition qui va vraiment varier. Fait que je pense que l'objectif, là, c'est qu'on regarde un peu c'est quoi, qui est un projet innovant, qu'est-ce qui en est pas un. Pour ça, je pense, Mike, tu nous expliquais quelque chose qui était super intéressant juste avant d'embarquer sur le webinaire, qui est principalement au niveau de... Il y a comme plusieurs types, je crois, de projets qui pourraient se caractériser comme étant innovants. Je sais pas si tu veux un peu... Oui, donc ce que je dirais, Francis, c'est que vraiment, il y a différents niveaux d'innovation. Donc, premier niveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Nouveau marché, nouveau produit, nouvelle approche. Donc, quelque chose un peu différent, mais juste, c'est innovant pour l'entreprise, mais pour moi, c'est premier niveau.
Après ça, il y a comme vraiment deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est vraiment de l'avancement technologique. C'est vraiment, on rentre dans l'inconnu. On pousse fort, puis les taux de réussite ne sont pas nécessairement élevés. C'est vraiment quelque chose de à risque. Donc, je dirais avec les programmes, les subventions, les crédits d'impôt, il y en a qui fonctionnent au premier niveau, il y en a qui fonctionnent au deuxième niveau. Il y en a qui sont même disponibles pour ceux qui ne font pas d'innovation, mais on va voir Puis quand tu mentionnes, il y a un mot-clé qui est quand même important là-dedans, surtout pour le deuxième niveau, qui est à risque. Quand tu dis à risque, est-ce que c'est risqué d'obtenir le crédit ou c'est que c'est le projet comme tel qui est risqué? Souvent, on entend parler d'incertitude. Peux-tu peut-être expliquer un peu c'est quoi, par exemple, c'est juste revenir à la base de c'est quoi de l'incertitude, peut-être technologique ou dans de l'innovation en général? Oui, donc, bon point. Donc, vraiment, oui, je parle de risque technologique. Donc, rien à voir avec s'il y a un marché pour ça ou autre, mais c'est vraiment le projet comme tel. Est-ce que c'est possible de l'avancer? Est-ce que la technologie serait assez mûre, effectivement, à certains points pour que ça soit quelque chose ça rentrait dans un produit? Ouais, puis je pense que, tu sais, aussi quelque chose qui revient beaucoup, c'est on veut pas forcément financer le statu quo ou les opérations courantes de l'entreprise. Si j'ai une amélioration à faire sur mon site web, si j'ai des tâches de développement, il y a des entreprises évidemment qui ont des développeurs sur le payroll, bien évidemment, c'est des entreprises qui potentiellement, du moins, pourraient être éligibles à certains crédits d'impôt en innovation, mais ça revient souvent à qu'est-ce que ces développeurs-là vont faire dans l'entreprise. C'est quoi les projets sur lesquels ils vont travailler. Puis je pense que un des travails que autant nous en subvention que peut-être toi en crédit d'impôt, ça va être d'identifier c'est quoi le risque technologique. Pourquoi est-ce que c'était pas forcément un sure shot essentiellement de faire ce projet-là, que ça allait rapporter puis que c'était vraiment quelque chose qui allait faire progresser la technologie. Après, je crois qu'il peut y avoir d'autres types d'innovations aussi. Comme par exemple, quand on parle dans le manufacturier ou de concevoir ou de développer un nouveau produit ou d'avoir un processus même de développement qui est différent ou qui est innovant. Selon toi, est-ce que les meilleurs projets à caractère innovant, est-ce que c'est vraiment ceux, comme tu décrivais, du deuxième niveau qui vont vraiment juste contribuer à la science, si tu veux, ou est-ce que c'est vraiment ceux qui vont être un peu in-between, qui vont vraiment plus travailler sur le processus comme tel de développement ou ce genre de choses-là? Donc, ce que moi, je dirais, c'est vraiment... Premier niveau, c'est meilleur, effectivement, parce que le taux de succès est beaucoup plus élevé. Donc, les entrepreneurs qui peuvent aller juste avec niveau 1, excellent. Ouais. S'ils n'ont pas besoin de prendre des gros risques, ils rentrent dans le marché, ils avancent, les revenus vont accroître, ça va bien. Mais si nécessaire, il faut aller au deuxième niveau, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que le gouvernement les finance à travers les crédits d'impôt ou les subventions, parce qu'ils savent qu'ils prennent des risques et qu'un certain pourcentage des projets vont tomber à l'eau. Ouais. Mais que ça contribue quand même à la recherche ou à l'avancement comme tel. Les deux contribuent, c'est juste à différents niveaux de risque. Ouais. Quelque chose aussi que j'entends quand même beaucoup, c'est, OK, des crédits comme le RSDE, par exemple, le SHRED ou le CDE, tout ça, c'est vraiment plus pour des entreprises, qui sont technologiques, qui vont avoir, des développeurs logiciels, vraiment, qui font faire, du code, qui vont financer, du développement de code, etc. Par contre, je pense que, par exemple, prenons l'exemple du RSDE, puis on va en parler un peu dans les prochaines diapos, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'appliquer dans d'autres domaines. Right? Absolument. C'est quoi, selon toi, les domaines qui peuvent revenir le plus, mettons, par rapport à ces types Donc, si on voit aujourd'hui les logiciels, les IA, ça rentre dans toutes les industries. Donc, on le voit tout partout. Et il y a de l'avancement technologique là-dedans, on voit tout partout. Donc, c'est vraiment n'importe quelle situation. Et même, ce qu'on voit, c'est à certaines industries où on va rentrer une nouvelle technologie, il y a vraiment un gros risque technologique qu'on va voir. Tu veux dire parce que je vais adapter une technologie à ma réalité d'affaires ou parce que la technologie comme telle est incertaine? Ou... Je pense que la technologie est incertaine dans un nouveau domaine. Donc, disons, on va utiliser les IA, mais on va le faire en mining. Donc, est-ce que ça fonctionnerait dans certaines situations? C'est plus complexe, il y a différentes variables. Donc, il y a de la risque technologique. Je comprends. Fait que même si la technologie existe déjà, si j'ai des enjeux de l'intégrer, je pourrais pas, c'est pas un plug and play essentiellement. Je peux pas forcément juste acheter la technologie puis me l'approprier. Il va falloir que je l'intègre, que je la modifie, que je la paramètre, etc. Ça pourrait se qualifier comme étant de l'innovation? Oui, ce que je dirais peut-être juste pour simplifier, c'est est-ce que ça va être vraiment difficile? OK. Est-ce que n'importe qui peut le faire? Ouais. Donc, ça, c'est pas de l'avancement technologique, mais est-ce que c'est difficile? Ouais. C'est forcément de
quelque chose qui serait admissible. OK. Puis est-ce que n'importe qui peut le faire? Je pense que c'est la meilleure question qu'on peut poser. Parce que est-ce que c'est difficile? C'est difficile pour moi d'aller sur YouTube, apprendre d'IA puis d'implanter ça dans mon entreprise. Donc il y a des gens qui vont se dire oui, c'est difficile, oui, c'est de l'innovation, tout ça, mais est-ce que n'importe qui peut le faire ou est-ce que tu as juste besoin de quelqu'un qui a un doctorat en développement IA, tu sais, comme en technologie? Et pour être clair, Vincent, je veux dire n'importe qui est bien formé. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est ça, peut-être pour ce travail-là, ça prendrait un doctorat. C'est ça se fait. Mais n'importe quel doctorat qui a la maîtrise en IA peut faire le travail. C'est pas de l'avancement technologique. C'est ça. Mais s'il y a un doctorat, puis ils disent, ouais, ça, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, mais j'ai jamais fait quelque chose entre les deux. Je sais pas si ça va fonctionner. Dans ce cas-là, ça serait... Exact. Ouais, bon exemple. Bon. Après, je pense que ça revient aussi au rôle des conseillers comme nous trois ici, d'être capable de dire, d'identifier c'était quoi l'incertitude puis le risque que l'entreprise a pris. Mais au final, il faut un projet qui se qualifie pour vrai. Sinon, on peut pas travailler avec grand-chose. OK, super, intéressant. Évidemment, je pense au courant, puis j'en ai pas vraiment parlé, mais au courant de la discussion, premièrement, tout le monde ici va recevoir la diapo, la vidéo va être sur YouTube, vous allez la recevoir en rediffusion, tout ça. Mais l'objectif, c'est aussi que ce soit une discussion qui est interactive. Hein? Donc, si vous avez des questions, même qui soient très pointues, si on n'est pas capable d'y répondre là tout de suite, il y a quelqu'un de notre équipe qui va communiquer avec vous puis qui va pouvoir le faire en individuel. Fait que ça va nous faire plaisir. Dans tous les cas, je vous dirais, posez vos questions, puis on va essayer de soit y répondre à la fin, ou si on juge qu'elle est pertinente par rapport au sujet qu'on a là tout de suite, je vais peut-être arrêter mes chers collaborateurs pour imposer cette question-là. Cool. Fait qu'on va regarder, on va parler d'innovation, on en a déjà parlé. Il y a 2 leviers financiers qu'on va décrire aujourd'hui. Le premier, c'est les crédits d'impôt. Après ça, on va parler des subventions. Subventions, c'est pas le premier webinaire qu'on fait, mais c'est le premier qui va traiter des crédits d'impôt. Mike, veux-tu peut-être nous expliquer c'est quoi la différence fondamentale entre un crédit d'impôt et une subvention, juste avant même de rentrer dans les programmes? OK. Excellente question. Puis je me fais poser souvent cette question-là, Francis. Crédit d'impôt, c'est quelque chose, l'argent est reçu après la fin de l'année fiscale. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans la déclaration de revenus. Et puis, il y a un montant qui est versé à l'entreprise, si tout va bien, après la période après l'année fiscale. Avec les subventions, il faut approuver le projet avant de commencer le projet. Crédit d'impôt, on peut l'avoir après même faire Après avoir encouru les dépenses, après avoir donc fait le projet, etc. Rétroactif. Rétroactivement. Ouais. Donc, grande différence. L'argent est reçu après. Avec les subventions, c'est reçu normalement à fur et à mesure ou plus, des fois au début. Donc, ça, c'est les subventions. Et je dirais, l'autre point intéressant, avec les crédits d'impôt, il y a des crédits d'impôt qui sont remboursables et ceux qui sont non remboursables. Donc, remboursable, ça veut dire qu'il y a l'argent qui est reçu. Donc, c'est vraiment un crédit sur la dépense. Un crédit d'impôt non remboursable, c'est vraiment un crédit, disons, traditionnel. Ça réduit les impôts à payer. OK. Exactement. Pour les gens qui sont dans une situation où est-ce qu'ils payent pas d'impôts dans leur rapport, un crédit d'impôt est pas tout le temps intéressant, mais quand il est remboursable, on peut juste sortir l'argent directement. Ouais, 100%. Cool. Quand je demandais à Mike, c'est quoi les programmes qui sont les plus intéressants pour notre communauté à regarder dans tout ce qui touche l'innovation, il y en avait 2 en particulier. Donc, peut-être, Mike, je te laisserai expliquer, commencer avec le CDAE. Absolument. OK. Donc, le CDA, c'est le crédit de développement à affaires électroniques et c'est un crédit qui existe depuis longtemps maintenant. Présentement, c'est 24% des salaires admissibles engagés. Ça, c'est la portion remboursable. Donc, c'est du cash qui est reçu, s'il y a d'impôts à payer ou non. Puis, il y a un autre 6% qui est un crédit non remboursable. Donc, au total, 30%. Donc, un crédit qui est très intéressant. Chose importante, que c'est vraiment pour les logiciels qui sont du B2B. Donc, c'est vendu à d'autres entreprises où il y a au moins 6 employés dans l'entreprise qui ont des salaires admissibles. Donc, ça, c'est en gros le programme. Quelques petites questions pour toi. Tu sais, quand on parle, là, tu as mentionné les salaires admissibles, tout ça. Moi, quand tu dis ça, je m'imagine vraiment un développeur, une développeur qui va vraiment développer le logiciel, tout ça. Est-ce que, par exemple, des gestionnaires de projet, des product owners, des Scrum Masters, est-ce que c'est quel type, mettons, de salaire ou de responsabilité qui peut rentrer dans un projet CDAE ou du moins dans l'enveloppe des 6 là, que tu as mentionné? Oui, donc excellente question. Donc vraiment, tous ceux qui travaillent sur le développement, le test, le wireframing, tout cela fonctionne. Ceux qui ne fonctionnent pas, c'est ceux qui sont vraiment la formation
ou business development Ouais. ou d'autres choses. Exact. comme ça. Et peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'un actionnaire, une actionnaire de l'entreprise peut être aussi éligible, même si elle a des fonctions qui pourraient être éligibles? Donc, excellente question. C'est un point intéressant où il y a vraiment, peut-être pour reculer, en premier temps, on va aller voir Investissement Québec pour l'approbation, puis en deuxième temps, c'est Revenu Québec. Okay. Avec Investissement Québec, pour effectivement les 6 employés, ils vont voir les employés qui sont admissibles en termes des activités qu'ils font. Pour Revenu Québec, ils vont voir ça, ils vont regarder ça, puis effectivement, ils vont exclure les propriétaires selon les grandes places pour le crédit. Donc, Puis, parce que donc, c'est ça, c'est un programme qui est conjoint. Évidemment, tout crédit d'impôt, à la fin, va être peut-être transigé avec Revenu Québec, Revenu Canada, j'imagine. Oui, absolument. C'est juste que là, dans le cas du CDAE, ben, il va y avoir un tiers supplémentaire qui est Investissement Québec. De ce que je comprends, c'est principalement c'est ta première réclamation qui vont venir certifier ou rendre éligible ton entreprise, ou comment est-ce que le processus se fait, disons que c'est ta première fois que tu as un CDAE à faire? Donc, première fois, il y a vraiment une grande vérification qui se fait. Après ça, il y a moins de vérification, normalement, dépendant de comment ça va. Avec Revenu Québec, ça va être à chaque année. Ils vont regarder ça, mais c'est vraiment... Ils vont presque jamais rentrer dans les bureaux. C'est vraiment fait à distance. Je vous suis. OK. Pour Revenu Québec. Cool. Parfait. J'ai reçu une question en même temps qui était principalement sur les crédits d'impôt en général. Est-ce qu'il y a un montant maximal que je peux aller chercher? C'est souvent en subvention, il y a presque systématiquement des montants maximaux. Est-ce que c'est le cas en crédit d'impôt? Non, pas vraiment. C'est selon la loi. Chaque crédit, on va voir que c'est comme avec les crédits d'impôt recherche et développement, il y a comme une limite. Il y a des seuils. Si on atteint certains seuils, les pourcentages diminuent. Donc, avec certains seuils, ça diminue. Avec le CDAE, il n'y a pas de limite. C'est juste le nombre d'employés qui sont admissibles. Ouais. De ce que j'ai compris, même dans l'actualité comme telle, c'est un programme qui a changé un peu, je pense, dans la dernière année. Oui, ça a changé. Donc, effectivement, allant de l'avant, effectivement, ça va diminuer de 24% à 20% dans les 4-5 prochaines années. Mais le crédit non remboursable va augmenter de 1% par année aussi. Donc, en totalité, ça va être 30%, mais au lieu d'être 24 et 6, ça va être 20 et 10 dans le futur. Je te suis. Il y a du monde qui saigne du nez à la maison en ce moment. Ça a un peu changé, mais ça reste tout aussi intéressant. C'est une bonne nouvelle, exactement. C'est un excellent programme. Ça fonctionne très bien. Et ce que j'aime bien avec le CDAE, c'est qu'il y a des entreprises qui l'utilisent. Lorsqu'ils sont admissibles, de année à année, ça se fait, puis c'est récurrent, ça marche très bien. Crédit d'impôt pour développement, un peu plus difficile. OK, parlons-en. OK. Donc, ce programme-là, à chaque année, il faut se qualifier. Effectivement, il faut qu'il y ait toujours de l'avancement technologique, comme on a mentionné avant, qu'il y ait des incertitudes technologiques et qu'il y ait une approche systématique. Donc, pour moi, c'est par projet, c'est pas par entreprise, c'est par projet. Il faut que cette entreprise soit à but lucratif. Mais si c'est à but lucratif, il y a des projets, nombre de projets illimité, crédit illimité, mais dépendant du montant, il y a plein de règles, effectivement, le pourcentage varie. Et il y a Revenu Canada et Revenu Québec. On fait une demande normalement pour les deux. Et les deux ont des vérificateurs indépendants, mais ils se parlent. Oui, j'imagine. Puis là, mettons qu'on fait le parallèle un peu avec le CDAE. Le CDAE vient t'aider à développer une solution que tu vas commercialiser. Right? Tandis que le RSDE, pas forcément. C'est là vraiment que tu fais la distinction entre tes deux leviers d'innovation que tu mentionnais un peu plus tôt, c'est ça? Exactement. Donc, vraiment, CDAE, c'est plus évolution de technologie. RSDE, c'est vraiment l'avancement technologique, donc deuxième niveau pour moi. Donc, le seuil est beaucoup plus élevé et chaque année, il faut effectivement développer, il faut toujours avancer la technologie et non pas juste dire, c'est pas juste une évolution, puis c'est le même projet que l'année dernière. Ça fait rien si c'est le même projet, il faut toujours qu'il y ait de l'avancement technologique. OK. Mais j'imagine qu'il y a des projets qui peuvent s'échelonner sur plus d'1 an, donc ça serait possible effectivement d'utiliser le même projet, tu sais, dans le... Donc, on a des projets, on a travaillé avec dans l'aérospatiale, on travaille avec des gens qui fabriquent des avions, puis ça prend 10 ans, 20 ans pour faire l'avion, puis c'est le même projet. Donc, c'est possible, mais honnêtement, Revenu Canada, Revenu Québec préfèrent que le projet soit court et compact. J'imagine. Mais c'est possible que on va sur plusieurs années. J'ai une question qu'on a reçue, puis qui vient toucher un peu, là, tu viens de mentionner une compagnie qui construisait des avions, tout ça. RSDE particulièrement,
quel type d'entreprise est-ce que ça peut toucher? Bon, CDA, on a dit, tu vends une solution, tu développes une solution qui va être commercialisée à des entreprises. Ouais. RSDA, est-ce qu'il y a un tronc commun? Est-ce qu'il y a une entreprise qui est dans le qui est manufacturière, par exemple, peut se qualifier pour RSDA? Oui, donc on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine manufacturier. C'est sûr que les secteurs où il y a plus de technologie, on le voit plus, mais c'est possible dans presque n'importe quelle technologie. Ce qui est important, c'est que la technologie qui se développe, c'est pour l'entreprise et c'est vraiment pour l'avancer dans le domaine. Donc, ça serait un peu difficile pour un restaurant d'aller chercher les crédits d'impôt au développement, mais si, effectivement, ils sont capables de concevoir un logiciel qui travaille, disons, quantum ou quelque chose de vraiment playé, ça serait possible. OK, je comprends. Puis, disons que je reprends un peu un exemple d'un manufacturier là, qui a des installations physiques, tout ça. Si, par exemple, ils viennent acheter un nouvel équipement qui ont des enjeux d'intégration avec le reste, plus au niveau de la connectivité, au niveau d'aller un peu plus loin que ce que, par exemple, la machinerie comme telle peut leur donner, est-ce que ce genre de projet-là pourrait être éligible pour, par exemple, un RSDA? Ça pourrait. Peut-être je vais rentrer un peu dans la définition de RSDE, c'est donc recherche scientifique, développement expérimental. Dans les 20 ans plus que j'ai travaillé dans le domaine, c'est vraiment 90% du temps, c'est développement expérimental. Donc, l'idée d'intégration, ce mot-là n'est pas assez défini. C'est pas le mot que tu veux définir. Pas le mot que je... Mais si on dit qu'on essaie de le mettre disons, à côté d'une autre machine, et il y a du développement expérimental, c'est une certaine approche, une autre approche, et à certains points, même, c'est possible que c'est un échec au complet. C'est clair qu'il y a de risque, il y a de l'avancement technologique, de connaissances au moins. Donc, c'est un projet qui pourrait être admissible. OK. Fait que je vais juste revenir un peu là-dessus. Donc, on a parlé, intégration, pas forcément, mais si on a des enjeux, par exemple, justement, tu achètes la machine, elle ne fonctionne, t'es pas capable de capter les données que tu as besoin pour ton entreprise via l'achat de la machine ou la configuration, mettons, de base ou même avancée, mais t'es pas capable de le faire selon le framework ou le stack que tu as à l'intérieur. Si tu es pour développer des manières de connecter tes outils avec les données de cette nouvelle machine-là, par exemple, ça va prendre du développement qui est 100% personnalisé, qui est pas off the shelves, là, qui est pas disponible. Et donc là, ça pourrait potentiellement se faire qualifier comme étant expérimental? Exactement. Okay. Ouais. Ce qui est bien avec le crédit d'impôt recherche et développement, c'est que souvent les gens vont acheter des machines, ils essaient de les mettre ensemble, ils pensent au début que ça serait facile, puis un an plus tard, ils sont en train de travailler, puis ils ont essayé plein de différentes approches, puis il y a des PhD, des doctorats qui viennent leur aider. Ça peut fonctionner. Bonne nouvelle, c'est que le crédit d'impôt, c'est à la fin de l'année qu'on le déclare. Donc, on a passé un an à essayer d'intégrer, disons, les machines ensemble, et ça n'a pas fonctionné. Donc, on va aller chercher des crédits d'impôt, on a pris des risques technologiques. On a un avancement technologique dans au moins les connaissances. Donc, ça pourrait être un projet. Parce que, encore une fois, on n'est pas obligé de réussir le projet. Dans ce cas-ci, on ne serait pas obligé d'avoir réussi à avoir connecté ou du moins à aller capter les données qu'on voulait avec les deux machines, par exemple. L'objectif, c'est vraiment juste ce qu'on a développé puis on a fait de l'expérimental au travers de cette expérience-là. Okay. Honnêtement, pour moi, c'est encore plus facile d'aller chercher les crédits. Si tu n'as pas réussi? Si tu n'as pas réussi. Ah ouais. Puis on a vu des projets de plusieurs millions qui n'ont pas réussi, puis c'est pas question de... Quand on va voir l'Agence Revenu du Canada, c'est clair qu'ils vont dire, oui, c'est vraiment un bon projet qui a eu beaucoup de risques, où les gens qui l'ont fait sont des idiots. Ouais. C'est un ou deux. Ouais, je te suis. Parce que tu as dépensé des millions de dollars. Ouais. Puis si c'est un groupe de PSG, c'est probablement le premier. Ouais. Donc, si tu t'es refusé ta demande à RSDE quand ton projet n'a pas fonctionné, ça, tu sais ce que ça veut dire. Cool, parfait. Je vais voir parce que j'ai reçu quand même d'autres questions. Par exemple, à RSDE, est-ce que des sous-traitants de l'équipement, quel type de dépenses peuvent rentrer dans une déclaration RSDE? Donc, effectivement, salaire en premier, c'est ce qui compte le plus. Les matériels, oui, matériel peut rentrer. Okay. Si c'est consommé ou transformé. Okay. Achat d'équipement, non. Okay. Ça l'était il y a plus que 10 ans, mais plus aujourd'hui. Et il y a une méthode de calcul de frais généraux qui inclut un peu les autres dépenses associées au projet. OK. Au niveau des... donc, ça, les sous-traitants rentreraient dans cette catégorie-là? Oui. OK. Les pourcentages des crédits d'impôt vont être moins forts que ceux pour les employés. Ouais.
Oui, j'imagine. pour Puis les encore, salariés. parfait. Puis encore une fois, ce serait probablement le même genre de calcul. C'est tout le monde qui a contribué à ce développement-là. Donc, pas forcément des développeurs. Si c'est quelqu'un qui va gérer le projet, faire le prototypage, ce genre de choses-là, ce serait aussi des salaires admissibles. Oui, OK. absolument. Cool. Parfait. Est-ce qu'il y a un revenu minimal pour lequel on peut se qualifier? Il y a quelqu'un qui écrit, disons qu'on fait moins d'1 million. Est-ce qu'on peut quand même se qualifier à RSDE? Oui, pas besoin d'avoir de revenus. J'ai travaillé avec des entreprises qui ont 0 en revenus, puis on dépensé des millions, puis ils sont allés chercher des centaines de mille de crédits d'impôt. Puis encore là, comme tu dis, avec RSDE, c'est pas tant des critères d'entreprise, plus de projet. Donc, puis je pense que tu nous disais ça l'autre jour à l'équipe, c'est quand tu faisais une présentation à notre équipe, tout ça, là, ben c'est un projet de 20 000 $, tu veux pas nécessairement faire une demande à RSDE pour ça. Ça vaut pas la peine. Ou il y a un seuil minimal pour que ça vale la peine. Je pense qu'il y a un seuil minimal obligatoire pour soumettre une demande à RSDE. Il n'y en a pas un obligatoire, mais à certains points, le travail, il faut toujours voir le travail à faire, le risque et la taille du projet pour s'assurer que ça vaut la peine d'aller de l'avant. Pour le côté Revenu Québec, il y a un seuil minimum, donc au moins 50 000 en dépenses pour avoir un crédit côté provincial, mais au fédéral, il n'y a pas de seuil minimal. Puis j'imagine après, là, on a parlé des employés ou des types de candidats éligibles, bien évidemment, plus tu as de la crédibilité scientifique derrière tes employés, plus ça va favoriser l'obtention du crédit. Excellent point, Francis. Ouais. Tu sais, mettons, tu parlais d'avoir des PhD, doctorat, tout ça, ben probablement que c'est un peu mieux que d'avoir des développeurs qui sont juniors. Ou en tout cas, la crédibilité du projet est probablement impactée par ça, peut-être par les auditeurs après. Oui, et surtout, ce qui est important à savoir aussi, c'est une vérification avec Revenu Canada, c'est on s'assoit, il y a un fiscaliste de leur côté, puis un scientiste. Du côté du Canada. De Revenu Canada. Ouais. Toujours les deux. Pratiquement toujours les deux. Et donc, c'est bien de notre côté si on a la même chose. Et nous sommes tous des scientistes ou des ingénieurs, aussi des fiscalistes, donc on participe, mais important d'avoir ça. Sinon, dès le début, c'est d'avoir une belle discussion. 100%. OK, cool. Je vais voir si j'ai d'autres questions. Mais c'est pas nécessairement nécessaire non plus. En manufacturier, on le voit moins. D'avoir cette crédibilité expérimentale-là? Souvent, disons, en manufacturier, c'est quelque chose qui est appris avec les années. Ouais. Donc, on travaille avec des entreprises, puis cette machine-là avec cette machine-là, puis ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine. Il n'y a pas de doctorat là-dedans. Ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, ça, c'est possible. Donc, pas nécessaire d'avoir ça, mais ça aide à avoir des PhD. J'ai d'autres questions ici. Bon, on a parlé des heures, du nombre d'heures minimales à consacrer sur un produit en R&D pour aller chercher une subvention. Comme tu dis, il faut que la réclamation, du moins en termes de salaire ou la réclamation que tu veux faire, soit relativement imposante. Fait que là, tu as dit Revenu Québec, c'est 50 000 au minimum. Fait que on peut faire un taux horaire. Évidemment, ça va dépendre justement des salaires, des gens qui ont travaillé sur ça. Puisque quand tu parles de 50 000 de Revenu Québec, basically, c'est le salaire des gens, c'est la somme des salaires qui sont éligibles, admissibles à RSDE. Cool. Parfait. Fait que super intéressant, CDAE, RSDE. Vincent, veux-tu nous parler de C3I? Très certainement. Puis c'est quelque chose que vous avez abordé un peu tantôt. Puis j'espérais faire un segue là-dessus, mais on avait d'autres questions. Justement, les équipements pas éligibles avec RSDE. Un programme qui est à considérer pour les gens qui cherchent à faire des gros achats d'équipements, c'est le C3I, qui est justement le crédit d'impôt à l'innovation. Puis en gros, c'est pour faire un crédit d'impôt remboursable aux entreprises qui font des innovations à leur productivité. Donc, justement, on pourrait entendre un manufacturier qui réachète des nouvelles machines plus performantes puis qui veut revoir un peu ses processus de fabrication. Ben là, il y a des crédits d'impôt qui vont aller de 15 à 25 variables selon la région où est-ce que l'entreprise est basée. Donc, ça, c'est un crédit d'impôt, justement, qui est tout le temps vraiment intéressant à regarder quand on fait des achats d'équipements, soit cette année ou qu'on le fait dans les derniers mois puis qu'on a oublié de le récolter. Donc, ça, moins dans l'avancement scientifique, plus dans justement ce premier palier-là qu'on parlait d'amélioration des processus, efficacité, productivité, pour justement le permettre aux entreprises de dérisquer un peu ces approches-là. Puis là, évidemment, tout ça peut être combiné, right? Tu sais, je peux mettre un C3I. Là, on parlera pas des subventions, là, mais en fait, on va en parler tout de suite après, mais je peux du moins combiner, par exemple, un C3I avec un RSDE. Exact. Potentiellement avec un CDAE. Ça se combine très bien parce qu'effectivement, c'est différentes dépenses. Exact. Puis c'est pour ça que
que justement, RSDE, c'est souvent difficile à combiner les dépenses que RSDE subventionne avec d'autres programmes parce que justement, RSDE subventionne déjà bien, puis là, il faut faire des évaluations avec les différents partis. Mais quand on parle de différents volets de dépenses, c'est ça comme équipement avec C3I, puis recherche, avancement avec le RSDE, là, en effet, on a de quoi de vraiment intéressant à combiner ensemble. Puis là, en effet, les subventions peuvent aussi venir jouer là-dedans. All right. Ça couvre les crédits d'impôt qu'on trouvait les plus pertinents en innovation. Subvention, Vincent, tu nous roules ça? Subvention, on part. Donc, on l'a touché un peu brièvement, mais on va beaucoup le voir à travers les subventions. En ce qui a trait aux subventions à l'innovation, il y a de l'innovation de produits qui est commercialisable. C'est un peu comme on a parlé avec le CDAE, qu'on on veut développer quelque chose qui va pouvoir se commercialiser dans un horizon quand même rapproché. Sinon, il y a des subventions pour l'innovation technologique, justement avancement, intelligence artificielle, puis vraiment faire de l'innovation pure et dure, là, scientifique, technologique, tout ça. Et de l'autre volet, c'est aussi beaucoup de programmes qu'on va trouver en innovation écologique, puis justement pour réduire l'empreinte énergétique des entreprises québécoises. Il y a différents programmes qui pourraient s'appliquer, mais commençons justement avec un des programmes qui est souvent connu pour son programme sœur, qui est CanExport PME, qui est un programme qui aide les entreprises à commercialiser à l'international. Là, on parle vraiment de CanExport Innovation, qui est un programme justement pour créer des partenariats de recherche et développement à l'international. Donc, si justement vous essayez de savoir qui a les meilleures pratiques de fabrication à gauche, à droite, si telle méthode ou procédé fonctionne ailleurs, c'est quoi un peu les tenants aboutissants de ces autres entreprises-là, ou est-ce que sinon vous voulez juste faire du R&D pur et dur, mais vous cherchez un partenaire, ben ça, c'est le genre de programme pour démarcher les premières opportunités, tout ce qui est les frais de voyage, les envois de prototypes, transport de colis, puis ce qui s'ensuit. C'est ça, essentiellement, c'est un peu le même genre de dépenses de CanExport typique. C'est juste que là, c'est vraiment à des fins de trouver des partenariats au niveau de l'innovation, ou du moins de faire un projet innovant. Exactement. Puis ils vont même subventionner des plus gros montants avec des plus gros pourcentages que CanExport PME. Ça va être 75 000 qu'on peut aller chercher au maximum, qui couvre 75 % des dépenses admissibles. Donc, ouais, en effet, CanExport Innovation, c'est vraiment un des pertinents pour juste démarcher un peu c'est quoi des opportunités de recherche et développement qu'on peut faire. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'avoir exactement le partenaire avec. Tu peux aussi juste aller explorer le marché. Mettons, OK, je vais rencontrer différents experts dans mon projet d'innovation qui pourraient être des bons partenaires pour moi. Un exemple que j'avais vu, c'était une entreprise qui fabriquait des vêtements qui allait visiter différentes usines de textiles pour faire du recherche et développement d'un nouveau type de vêtements sportifs. C'était juste de visiter ces différents endroits-là, un peu avoir des prototypes qui se font envoyer d'un endroit à l'autre pour subventionner un peu ce démarchage d'opportunités-là. Après ça, il y a l'innovation justement plus technologique, comme je parlais, qui est, on va dire un programme comme Partner IA, qui est un très bon exemple de ça. On a fait justement un webinaire avec Promptinov, qui est le bailleur de fonds pour la subvention. Si vous voulez plus de détails sur cette subvention-là, puis les autres de Promptinov, c'est un bon endroit où aller. Mais brièvement, là, justement, ces partenaires IA, ils veulent que vous soyez en partenariat pour des projets d'IA. Donc, ils veulent au moins 2 entreprises, préférablement 3, qui sont impliquées dans le projet. Puis c'est pour justement faire un avancement technologique en intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment là, on n'est pas juste en train d'intégrer ChatGPT à ces processus opérationnels. On est vraiment en train de revoir, essayer de répondre à un problème qui n'a pas été résolu encore avec la technologie puis l'intelligence artificielle. C'est le même genre un peu, je crois, de projet qui pourrait se qualifier pour RSDE, probablement. Exactement. Ouais. C'est juste que là, ça, c'est en collaboration. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait. Puis avec un programme comme ça, on peut aussi subventionner les dépenses des collaborateurs. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait pour rassembler un peu le projet sous un même toit. Donc, ouais, Partner IA, c'est un des bons programmes où commencer. Encore dans la thématique de l'IA, encore plus poussé, puis là, justement, les gens vont ressortir les Kleenex à la maison parce que ça va saigner du nez. Là, on parle de les appels de projet en IA puis en technologie quantique. J'avoue, la technologie quantique, ça m'échappe. Et on avait justement Samy de Promptinov qui était là l'autre fois, qui arrivait à très bien maîtriser le dossier, puis on a du monde à l'interne qui comprennent mieux ça que moi. Mais en gros, tu sais, c'est justement, ça, c'est un programme-là, c'est vraiment pour tout ce qui est le développement, l'innovation de ces technologies-là, pour l'amélioration de la productivité spécifiquement. Puis ce programme-là, ils vont plus favoriser les industries primaires et secondaires.
primaire, c'est donc ressources naturelles, tu sais, agriculteurs, pêche et tout ça. Secondaire, ça serait justement transformateur alimentaire, manufacturier, puis toutes ces classes d'entreprises-là. Donc ça, c'est justement des gros appels de projet avec des gros montants qu'on peut aller chercher sur plus d'une année de dépenses. Encore là, justement, c'est des programmes qui pourraient tomber dans le RSDE aussi. Des fois, c'est aussi une question de magasiner c'est quoi ces meilleures options de pourcentage de subvention, puis qu'est-ce qui va être couvert aussi dans les coûts. Mm-hmm. J'ajouterais que, tu sais, pour moi, ça, c'est des projets qui prennent du temps à monter. On peut pas penser... Il faut que le projet soit extrêmement réfléchi, qu'il y ait des gens qui ont une crédibilité, qui travaillent là-dessus, que ça ait un but qui soit défini, tout ça. C'est vraiment pas le genre de projet qu'on lance sur un coin de table. Techniquement, la plupart des programmes qui viennent financer de l'innovation, comme on disait un peu plus tôt, c'est pas des opérations courantes, là. Donc, c'est important de revenir sur est-ce que, comme tel, oui, même s'il existe des subventions, tout ça, super intéressant, mais est-ce que mon entreprise a l'envie, le désir, le besoin de se focus sur ce type de mandat-là? Je pense que c'est une question qui doit être vraiment le fondement. Est-ce que oui ou non, j'ai ce type de mandat-là? Et Francis, ça prend, normalement, vous dites combien de temps pour mettre en place... Ce type de demande-là ou de projet-là, pour moi, il faut idéalement que le projet ait déjà commencé, peut-être même avant qu'on arrive, ou du moins, on parle de plusieurs mois, là, où est-ce qu'au moins, il y a toute la phase de réflexion stratégique. C'est quoi les budgets qu'on veut allouer à ça? C'est quoi les retombées espérées? À quel type de personnel est-ce qu'on compte engager? Tout ça. Pas obligé d'être défini à 100%, mais disons, la stratégie d'affaires, selon moi, devrait être déjà réfléchie. Nous, comme tel, on va être des facilitateurs à aller vulgariser puis aller chercher ces sommes-là avec ces programmes-là, mais on peut pas être l'instigateur comme tel du projet. Puis si on est au stade embryonnaire d'un projet comme ça, on a une entreprise qui sait que il y a des opportunités dans l'IA, il y a sûrement quelque chose à faire avec leur productivité, avec leur processus, tout ça. On conseillerait aussi d'autres programmes qui sont pour faire des études de faisabilité, pour essayer de dresser le projet, puis des subventions justement pour planifier tout ça, pour y aller justement plus en amont de tout ça, parce que en effet, se lancer dans un projet comme ça, de facto, ils vont demander aussi un peu une planification, puis voir c'est quoi qui pousse à penser que ce projet-là est la réponse à ce qu'on a comme question. Donc ça, il y a différentes options aussi, même juste pour démarcher un peu puis commencer le projet. Ouais. Et lorsque le projet est soumis, normalement, ça fait combien de semaines ou mois avant que c'est approuvé? Un projet comme ça, en termes de subvention, les approbations, typiquement, ça va se faire dans un délai de 2 à 6 mois, souvent. Ouais. Encore là, ça va dépendre des montants puis de quel programme est-ce qu'on applique. C'est tellement du cas par cas que je veux pas dire... Mais techniquement, pour un projet comme ça, définitivement qu'on parle aux bailleurs de fonds en amont. On n'attend pas, on met pas 200 heures à rédiger une demande si on n'a pas nous-mêmes fait un peu pré-validé ou pré-approuvé ou du moins qu'on a comme les lignes directrices de OK, c'est quoi les éléments dangereux de ce projet-là pour se faire refuser. Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça se fait refuser ton projet? Typiquement, les bailleurs de fonds sont vraiment prêts à avoir ces discussions-là. Si on arrive préparé à ça, notre objectif à nous, c'est d'avoir un réseau de contacts élargi avec ces bailleurs de fonds-là, développer des relations. L'objectif, c'est pas qu'on leur fasse perdre du temps, qu'on leur envoie une demande qui est mal ficelée. Eux, de leur côté, s'ils voient un potentiel, ils vont nous aider à ficeler le projet aussi. Il y a un travail en collaboration là-dedans. Idéalement, la chose qu'on ne veut pas faire, c'est soumettre, se croiser les doigts puis attendre 6 mois. Ça, c'est définitivement la chose qu'on veut pas. Fait qu'on veut avoir eu une discussion, 2, 3 peut-être, avec les bailleurs de fonds en amont. Là. Exact. Des projets comme ça, puis Partner IA, c'est exactement ça aussi. On rencontre le bailleur de fonds avant même de rédiger quoi que ce soit. Donc, c'est juste présenter le projet. Puis comme tu dis, ils vont dire, bon, ça va fonctionner, ça un peu moins, ça faudrait... refais ton projet un peu à l'interne avec ces notes-là. Reviens-moi, on se reparle dans tant de semaines. Donc, c'est plus comme développer une relation que de soumettre quelque chose que peut-être ça passe pas. Exact. On est loin d'une subvention qui est transactionnelle, comme on dit, où est-ce que c'est vraiment juste je soumets quelque chose, je corresponds aux critères d'éligibilité, ils ont une grande enveloppe, etc. On est très loin de ça, selon moi, avec ces deux programmes-là. Surtout quand on voit les mots appel de projet. Ça, dès que ça, tout court même, c'est sûr que c'est un comité de sélection, puis c'est juste des rencontres, puis tout ça. Mais oui, souvent pour les gros projets, avancement technologique, ça va souvent être ça qui va être priorisé. Puis là, après ça, c'est... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On me parle, à quel point est-ce que ces subventions-là sont éligibles à des startups versus des entreprises qui sont comme en grande commercialisation? Elles le sont beaucoup. Surtout quand on parle d'avancement technologique, d'IA, technologie quantique, tout ça. Puis même que, si on regarde, on a Partner IA, ou c'était aussi d'autres programmes que eux ils vont donner plus de pourcentage de subventions
pour les entreprises startups. Justement, l'appel de projet technologie quantique subventionne 50% pour les startups, 35% pour les PME. Donc ça, il y a beaucoup de programmes, surtout en avancement technologique, en IA et tout ça, qui vont favoriser les startups dans ce genre de projet-là. Donc je dirais que ça fonctionne. Après ça, les startups et les projets d'IA vont tout le temps, ou même souvent plutôt, demander de voir, est-ce qu'il y a de l'argent pour financer le projet, cette startup-là? Parce que c'est souvent un peu le risque de... Les bailleurs de fonds veulent pas prêter ou promettre de l'argent à quelqu'un que finalement son projet tombe à l'eau, il l'annule, puis il aurait pu subventionner un autre projet à la place, le bailleur de fonds. Donc, ils veulent s'assurer que l'entreprise va avoir les reins assez solides, a déjà le financement ou a déjà l'argent en capital privé pour financer le projet. Je dirais que c'est un des challenges avec les startups. S'il y a déjà un financement sécurisé pour le projet, c'est vraiment une bonne situation pour faire un projet du genre. Ouais. Cool. Donc ça, c'est l'innovation quantique, technologie, tout ça. Après ça, comme je disais, il y a beaucoup d'innovations en termes de tout le volet virage vert éco-énergétique. Justement, il y a beaucoup de programmes au provincial puis à d'autres paliers gouvernementaux pour ça. Ça, là, ça va être Innovert, qu'eux, ils vont subventionner 500 000 jusqu'à 50% des dépenses pour tout ce qui est le R&D, la main-d'œuvre, les équipements puis les prototypes reliés à l'amélioration de l'impact éco-énergétique d'une entreprise. Donc justement, ça va pouvoir toucher différents axes du projet en un seul, qui peut aussi être combiné avec d'autres RSDE puis d'autres programmes de subvention comme on va voir plus tard. Donc ça, c'est un bon programme auquel appliquer. Puis justement, ça va être vraiment intrinsèquement relié au GES. C'est relié aux objectifs de GES que le Canada s'est fixé en 2030 et tout ça. Donc, c'est vraiment par rapport à ces objectifs-là. Donc, ils veulent vraiment encourager tout ce qui touche à ça, mais en même temps, quand on parle de manufacturier, un fabricant, souvent être plus productif, être plus efficace, puis donc être plus rentable pour cette entreprise-là équivaut aussi à être plus éco-énergétique. Donc, il y a souvent deux on peut faire une pierre deux coups avec ça. Une pierre deux coups avec ça. 100%. Innovare. Donc après ça, il y a justement d'autres programmes, plus Hydro-Québec, qui a énormément de programmes que là, ils couvrent 75%, il y en a qui couvrent 90% pour des achats d'équipements, de l'installation, tout ça. C'est vraiment beaucoup de programmes intéressants là, au provincial puis avec Hydro-Québec pour des améliorations éco-énergétiques. Donc là, c'est démonstration technologique et commerciale qui vient subventionner 500 000 jusqu'à 75% des coûts du projet. Puis là, on parle de main-d'œuvre, d'installation d'équipements, puis aussi tout ce qui est le mesurage avant-après. Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Si oui, à quel point pour essayer de quantifier tout ça. Donc ça, c'est justement un des programmes qui va bien rentrer pour tout ce qui est l'économie d'énergie, soit avec une meilleure efficacité ou sinon par rapport à la gestion de la puissance puis essayer de mieux gérer votre demande énergétique dans les périodes de pointe qui va subvenir là, pendant l'hiver. On me redemande la personne qui avait parlé d'une startup, elle mentionne qu'elle a un financement privé, tout ça, que par contre, s'il y a d'autres programmes, évidemment, qui requièrent d'autres ou qui ont des critères spécifiques pour les startups, juste des mentionner. Mais je pense que, comme tu dis, puis en général, c'est une bonne thématique, right, pour financer des startups, l'innovation. Donc, c'est un bon réflexe comme question à poser. Est-ce que la startup est éligible? Là, ici, les programmes qu'on parle, la majorité sont vraiment par projet. Puis justement, RSDE, c'est un peu ça. Puis là, c'est tant qu'on rentre dans le cadre du projet avancement technologique, innovation éco-énergétique, tout ça, c'est ça qui va vraiment rentrer là-dedans. Je vais m'assurer de spécifier pour les autres aussi. Aussi, peut-être quelque chose qui serait intéressant, peut-être rendu à la fin du webinaire, puis avec les liens qu'on envoie et tout ça, rencontrer quelqu'un de notre équipe pour voir ça serait quoi le portrait de subvention qui serait disponible pour ça, parce que c'est beaucoup du cas par cas, autant pour les startups que les PME, là, évidemment. Oui, évidemment. Ici, on parcourt des subventions, des crédits, etc., qui, selon nous, sont super intéressants puis se qualifient à des caractères innovants, tout ça. Il en existe beaucoup, des programmes. Plus loin que ça, il existe beaucoup de manières de ficeler ces projets, de la stratégie autour de qu'est-ce que je devrais faire subventionner. Plus loin que ça, puis je sais, nous-mêmes, on a fait du RSDE dans le passé. C'est des projets c'est une culture aussi d'entreprise que tu crées, d'aller chercher des programmes comme ça, autant la RSDE que des subventions. Il faut que tu catégorises tes heures. Faut que tu aies quand même une culture d'être capable de répertorier les coûts du projet, l'impact du projet, dépendamment du programme. Est-ce que c'est prescrit ou pas? Puis de ça vient vraiment avec un audit qu'on devrait se faire à interne comme entrepreneur, de dire
est-ce que je veux m'embarquer là-dedans? Est-ce que le gain est plus important que le coût que ça va me coûter d'aller chercher ces programmes-là? Pas juste avec des prestataires comme nous ici, mais juste en termes de structure organisationnelle. Il faut que tu structures ton entreprise d'une manière à ce que ça soit efficient pour toi d'aller chercher ces montants-là, autant dans le crédit, je crois, que dans la subvention. Puis ça, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Puis c'est pas juste en regardant quelques diapos comme ça qui peuvent être super intéressants avec des chiffres qui sont très alléchants, effectivement. Il y a quand même une réflexion stratégique, je pense, derrière ça qui vaut la peine d'être prise. Puis comme Mike, tu l'as mentionné un peu, je pense qu'il y a une question de palier. Là. Le RSDE, c'est le palier avancement scientifique qui est en haut. Si on n'a pas d'ERP, on n'a pas de trackability sur les heures que nos employés ont travaillé sur X ou Y projet, c'est peut-être ça la priorité avant d'aller dans l'avancement technologique même. Ouais. Dépendant de la situation et tout ça, là, mais ça peut aussi être dans un peu les paliers naturels à suivre en termes d'innovation d'entreprise. Ouais. Je pense que c'est un très bon point de toujours identifier les programmes, vraiment avoir une stratégie, puis peut-être trouver une stratégie, quel programme, parce qu'il y en a beaucoup. Après ça, s'organiser pour maximiser les montants. Exact. Oui, 100%. OK. Donc, après ça, il y a des subventions même spécialisées par industrie en termes d'innovation. Je vais en couvrir quelques-unes. Je les couvre un peu rapidement parce que ça, c'est plus niché. Puis aussi, après ça, il y a des subventions, tu sais, que j'ai pas inclus aujourd'hui parce que on est déjà à 45 minutes puis il faut bien qu'on reparte travailler cet après à un moment donné. Donc, juste sans plus tarder, là, tu sais, une des subventions qui est bien intéressante pour les gens qui font de la transformation du bois, c'est Innovation Bois qui vient subventionner 2,5 millions pour de l'achat d'équipements, des études, puis tout ce qui est innovation dans la production, l'efficacité, puis l'impact aussi éco-énergétique de la transformation du bois. Ils viennent même aussi donner des différents volets, puis ils ont différents programmes pour la transformation du bois de qualité inférieure qui vient du Québec. Donc justement, on a des gens qu'on accompagne qui font de la transformation du bois, que eux, c'est dans les projets qu'on considère de dire, ben là, il y a cette opportunité-là avec ces autres matériaux-là que vous utilisez pas, qui sont à plus bas prix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à faire? Parce que des fois, justement, une entreprise a des projets sur la table, il sait c'est quoi les projets qu'ils veulent faire, mais il y en a des projets qui sont intéressants, mais on sait pas si ça vaut la peine, puis justement, il y a un risque associé à ça. Là, quand il y a une subvention qui vient dérisquer le projet, des fois, ça peut un peu justifier de se dire, est-ce que oui, le go, on va de l'avant avec ça. Donc, ça va aussi rentrer là-dedans. Innovation bois rapidement. Après ça, un appel de projet, encore là, on en parlait là, dans des échanges, comités de sélection, tout ça. Dans l'innovation en agritechnologie, c'est pour justement améliorer les processus, l'efficacité puis le fonctionnement de toutes les entreprises qui sont dans le milieu agricole. Puis là, justement, on parle vraiment aussi beaucoup d'efficacité, durabilité puis de productivité, pas juste éco-énergétique ou même avancement technologique. Donc, c'est peut-être même ce premier palier-là qu'on parlait en termes d'innovation. Encore là, c'est des gros montants qui sont possibles puis des projets collaboratifs aussi qui peuvent rentrer là-dedans. Encore un autre programme plus spécifique, ça on en a parlé aussi avec Promptinov dans notre webinaire la dernière fois, mais c'est le CIPEM qui va subventionner jusqu'à 500 000 pour des projets pour les entreprises manufacturières qui souhaitent améliorer leur processus puis faire de l'innovation technologique. Donc ça justement, c'est un programme qui peut facilement être combiné à d'autres programmes, qui peut être combiné justement avec des crédits d'impôt, des achats d'équipements, tout ça. Donc CIPEM. Voici. Je les couvre rapidement parce que je sais qu'il y a juste une fraction des gens pour chacune de ces industries-là. Après ça, il y a aussi MT Lab, que ça, c'est même pour les organisations touristiques. On disait tantôt, on parle beaucoup de manufacturiers aujourd'hui puis d'autres entreprises technologiques, SaaS, tout ça, parce que c'est un peu, je pense qu'on le comprend, là, les cibles premières qui vont pouvoir avoir des opportunités d'innovation technologique. Mais il y en a beaucoup d'autres qui en ont en même temps. Puis le milieu touristique va avoir aussi des projets innovants qui sont possibles. On parle pas vraiment d'avancement technologique, de scientifique ou de doctorat ou tout ça, mais vraiment de l'innovation touristique, ça vient en plusieurs niveaux, autant dans l'offre de services, dans le produit, le service, que le fonctionnement puis tout ça. Donc ça, il y a beaucoup de programmes intéressants qui couvrent jusqu'à 75% des coûts admissibles. Puis c'est un peu ce but-là, ce programme-là, je l'ai vraiment mis là pour dire, il y en a pour toutes les industries. Il y en a pour tout le monde. C'est juste, faut chercher un peu, faut aussi bien présenter son projet, avoir un projet qui cadre avec les normes puis les initiatives de ces programmes-là pour s'assurer de bien fitter dans les montants. Je pense que c'est toutes les subventions, les programmes qui sont vraiment spécifiques à une industrie, un cas particulier. Si on tombe dans cette catégorie-là, selon moi, c'est les premiers programmes que je devrais regarder. Parce que ça, ils recherchent exactement moi comme entreprise. Puis ça vaut vraiment la peine
de commencer par ça. Évidemment, si tu fonctionnes avec un MT-Lab, ben, probablement que tu peux expand dans d'autres domaines aussi, tout ça. Mais en termes de pourcentage d'obtention, souvent, ça va être sûr où est-ce que tu vas avoir le plus de chances de les obtenir. Parce qu'évidemment, les subventions sont contingentées. La différence avec un crédit d'impôt, c'est que ben, le crédit, si tu fonctionnes dans les critères, il y a techniquement pas de limite, il n'y a pas d'enveloppe, etc. C'est quelque chose qui revient d'année en année. Les subventions, pas la même chose, donc ça vaut vraiment la peine de se presser puis de faire un plan. Encore une fois, je reviens sur le plan, je sais que c'est un peu plate, mais d'avoir un plan qui soit clair, qui soit concis, puis qui va vraiment prioriser les bons programmes. Parce que trop, c'est comme pas assez, puis le monde des subventions, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Probablement. Quand on filtre avec une entreprise peut-être de tourisme à Montréal de 5-10 millions de chiffres d'affaires ou peu importe, on va trouver dans nos bases de données 200-300 subventions actives présentement qui sont disponibles. Après ça, justement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin et de trouver la parfaite subvention pour son projet. Donc, justement, il faut plus creuser. Puis même quand on a trouvé les bonnes subventions pour un projet technologique, pour une entreprise en tourisme qui est à Montréal, ben là, après ça, il y en a peut-être 10 options. Lesquelles qu'on combine? Comment est-ce qu'on les combine? C'est quoi la meilleure façon d'aller justement chercher le plus gros montant de subventions disponibles puis de réduire l'impact sur le fonds de roulement? Il y a beaucoup de documents puis de paperasse gouvernementale à passer à travers. Donc, ça, on s'assure de le faire. Puis justement, essayer de tracer ce plan-là. Il y a des questions là, sur d'autres domaines, tout ça. Je vous dirais que oui, il existe des subventions pour des projets numériques en éducation. Encore là, c'est quoi le facteur? Est-ce que c'est numérique? Est-ce que c'est de l'innovation, tout ça? Mm-hmm. L'éducation, c'est une autre bête, mais oui, il y en a. On n'a pas du tout couvert ça aujourd'hui, là, mais quand on parle de des subventions qui touchent le milieu social puis d'éducation dans justement des choses qu'on pourrait penser qu'on veut éduquer là, parce que je sais pas ce que vous avez dans votre projet d'éducation là, mais donc beaucoup de choses vont pouvoir rentrer dans des projets du genre. Ouais. Après ça, rapidement, il y a même des subventions municipales. On a parlé de provincial, de fédéral, tout ça, mais même au municipal, il y a des subventions disponibles. Il y a à Montréal, il y a la subvention à l'innovation Montréal qui est disponible pour un 50 000 pour justement démarrer des projets comme ça avec des entreprises émergentes dans des milieux émergents. Il va aussi avoir des subventions. Laval en a sorti une il y a quelques semaines pour des projets plus en AI. Il y a l'agglomération de Longueuil qui a des programmes disponibles. La Ville de Québec a plusieurs programmes puis programmes d'accompagnement disponibles aussi. Donc, il y a plein de possibilités réellement. Puis c'est surtout une question de savoir comment bien combiner ça ensemble. Ouais, super. Après ça, justement, on s'était dit qu'on avait présenté quelques exemples concrets d'applications, de comment est-ce qu'on peut combiner ça. Donc, justement, on se le disait tantôt, ça se combine très bien, ces programmes-là. Là, si on avait une entreprise, on va dire un manufacturier qui souhaitait réaméliorer le fonctionnement de son usine puis son impact éco-énergétique, ça serait des subventions, justement, comme Innovaire, qu'on peut utiliser pour l'étude, la planification. Après ça, il y a la démonstration technologique commerciale, Innovaire puis C3I qui pourrait faire justement tout ce qui est installation, mise en œuvre, achat d'équipement. Et après ça, notre fidèle ami Service Québec qui est tout le temps là pour la formation puis couvrir comme un 65% de l'adaptation qui va suivre. C'est plein de programmes comme ça qu'on peut combiner ensemble. Il y a d'autres options qui pourraient être combinées ensemble. Ça va dépendre aussi c'est quoi les différentes dépenses admissibles, c'est quoi le timing de l'année, l'industrie, tout ça. Mais sur un projet à 2 millions, on peut aller chercher un 1,2 en subvention. Puis le reste, qu'on parle du coût réel, c'est pas non plus demain matin qu'il faut le débourser. Là, c'est un fonds de roulement qui peut être amorti sur beaucoup de temps avec beaucoup de prêts. La dernière fois qu'on faisait un webinaire sur le virage vert avec la BDC aussi, on regardait quand on fait des subventions comme Innovaire puis d'autres programmes qui aident à faire un peu le calcul de l'amélioration éco-énergétique puis de la rentabilité du projet, ben ça aide à aller trouver des prêts avec des moratoires, avec des meilleurs taux d'intérêt puis tout ça. Donc, ça aide aussi même. Les subventions vont réduire le coût du projet, mais vont aussi aider à trouver des prêts pour réduire l'impact sur le fonds de roulement. Oui, parce qu'au final, ça vient augmenter la crédibilité un peu du projet. Là, exact. Est-ce que tu as déjà fait la planif? Est-ce que tu as déjà d'autres personnes qui vont embarquer dans le projet? Fait que, mais pas aller chercher des bailleurs de fonds dans le privé. Exact. Ouais, exact. Et autres. Ouais, 100%. Ouais. Donc ça, c'est un exemple comme ça, plus dans l'innovation éco-énergétique. Après ça, innovation technologique. Là, justement, ce serait un programme comme Partner IA, RSDE, qu'on pourrait très bien combiner pour tout ce qui est études, planification, mise en œuvre. Puis après ça, ça serait Partner IA et C3I qu'on combinerait pour le volet équipement. Parce que justement, on l'a dit, C3I, RSDE, on les sépare au volet planif, mise en œuvre, puis équipement. Et après ça, Service Québec pour la fin. Quand justement, on essaie de faire des calculs sur combien serait subventionné là-dessus. C'est sûr qu'il y a un très gros pourcentage qui serait subventionné. Combien exactement va dépendre beaucoup de l'analyse du RSDE, de ce que je comprends. Donc, ça va vraiment être du cas par cas là-dessus. Puis c'est là aussi des fois que
il y a une décision à prendre de se dire, justement, est-ce qu'on fait juste RSDE, est-ce qu'on fait juste Partner IA, est-ce qu'on fait les deux, est-ce qu'on fait deux autres programmes complètement différents en fonction de comment est-ce qu'on peut les cumuler ensemble puis les combiner. Ouais. Puis comme tu disais avant, important de prendre ces décisions-là au début. Exactement. Ouais, surtout que RSDE, on a déjà peut-être demandé Partner IA, si on est rendu à demander RSDE. Donc, il faut faire cette planification-là, encore une fois, en amont. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on a beaucoup d'informations avec ça, Francis. Les crédits d'impôt, les subventions, l'innovation, que fait-on avec ça? Ben, tu sais, premièrement, juste, revenir un peu sur qui on est, tout ça, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, nous, ça fait un petit bout, là, tu sais, qu'on collabore avec un Indie Partners, tout ça. Je pense que c'est vraiment important de comprendre, tu sais, qui fait quoi, hein. C'est pour ça qu'on a mis cette diapo-là. Évidemment, tout ça va vous être envoyé, vous allez avoir nos noms, nos coordonnées, etc. dans la discussion qui va suivre. Je vous dirais que, tu sais, ces deux bêtes qui sont quand même assez différentes, là, tout ce qui est CDE, RSDE, les autres programmes qu'on a, versus les autres programmes qu'on a vus aujourd'hui. Puis nous, notre objectif, tu sais, c'est de mettre nos clients, du moins, ou notre audience en relation avec les meilleures personnes. C'est ça qu'on fait depuis 2017. Puis c'est pour ça, qu'on avait demandé à Mike de joindre à nous. Fait que vous allez voir un peu ses coordonnées. Si vous souhaitez rencontrer son équipe, je vous invite à le faire, à observer est-ce qu'il y a un crédit d'impôt en recherche-développement qui peut être accessible pour vous. De notre côté, nous, on se spécialise vraiment à faire la planification de tous les programmes, puis surtout comment est-ce que je vais ficeler ces différents programmes-là ensemble? C'est un peu ce qu'on vient de décrire, là. La diapo était assez simpliste, disons, mais c'est un peu ça l'objectif, c'est qu'on va être capable de faire pour les différents projets. Je vous dirais que, tu sais, ici, il y a trois types de cas de figure, là. Alors, on a des clients actifs, on a des clients qui sont en cours, qui ont déjà rencontré notre équipe, puis il y a des gens qui ne nous connaissent pas, ou du moins qui sont en train d'apprendre à nous connaître. Disons de la gauche à la droite, là, si vous êtes à gauche, vous êtes déjà dans notre écosystème, vous avez déjà un ou une gestionnaire de compte, je vous invite fortement à là ou le contacter. Si vous avez vu quelque chose qui vous a éveillé un projet ou une opportunité quelconque. Évidemment, si vous êtes en communication avec nous, donc vous avez probablement déjà quelqu'un aussi à l'interne, recommuniquer avec cette personne-là, puis elle va savoir vous diriger vers la bonne direction en fonction de votre profil puis des discussions antérieures que vous aviez eues avec nous. Puis si vous n'avez pas débuté de processus, attendez le courriel. Comme je vous dis, vous allez recevoir toute la diapo, nos informations mutuelles. Puis à ce moment-là, vous déciderez avec qui ou comment prendre contact avec nous. Vous allez avoir tout ça bien prémâché dans le courriel. Ce courriel-là devrait arriver dans les 24 heures. Puis évidemment, il va venir avec la rediffusion, mais qui va aussi être publié sur notre page YouTube pour regarder. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir aussi les autres webinaires qu'on a. Vous allez pouvoir vous inscrire à notre infolette, puis peut-être être présent à nos prochaines discussions. Je regarde si j'ai d'autres questions. En fait, il y a d'autres questions. Sans surprise. Mais je propose... OK, on a parlé... Bon, je vais t'en poser une, Vincent, je crois. Fait que développement durable, matière recyclage, matériel plastique, est-ce qu'il y a des subventions pour ça? C'est ça la question. Oui. Après ça dépend c'est quoi pour ça exactement. Il y a de l'innovation là-dedans, mais j'ai l'impression peut-être ce qui veut être dit, c'est plus le traitement des matières résiduelles puis tout ça. Il y a beaucoup de subventions dans ce milieu-là. C'est une autre thématique. C'est ça, c'est une autre thématique qui est pas l'innovation, qui est plus le virage vert puis tout ça là. Mais oui, en effet, il y en a beaucoup des subventions. Une question au niveau de la construction, si on souhaite améliorer la productivité puis l'efficacité. Pour moi, je vous dirais, regardez le dernier webinaire qu'on a fait ensemble sur la transformation numérique puis l'augmentation de la productivité. Où est-ce que là, on va vraiment couvrir... Encore une fois, je pense qu'il y a un peu une autre thématique. Parce que là, peut-être que ça ne répond pas forcément aux enjeux d'innovation qu'on a identifiés aujourd'hui avec Mike. Mais définitivement, le dernier webinaire, selon moi, traite de ça. Puis il y en a des spécifiques pour la construction. Pour la construction, oui, ça vaut la peine de regarder ça. Ouais. Après ça, la dernière, si une entreprise veut créer une formation spécialisée pour ses employés, développer un outil technologique pour la mettre en place, suivre l'évolution, où est-ce qu'on devrait regarder pour de l'éducation numérique? Fait que, mettons, bâtir un LMS, c'est bâtir une plateforme d'apprentissage, tout ça. Il y a, justement, j'ai une couple de programmes en tête, mais ça va dépendre de c'est quoi l'industrie de la personne, c'est quoi la localisation puis tout ça. Ça va être vraiment du cas par cas. Je dirais qu'il y a beaucoup de subventions, justement, qui vont favoriser des projets d'éducation, des projets de formation, puis justement de la création d'LMS. Après ça dépend de l'industrie puis de la localisation. Donc, j'aurais pas un programme spécifique, mais il y en a. Puis, on pourrait même défendre qu'il y a peut-être même un caractère innovant à ça, mais encore là, il faudrait vraiment plus de détails pour le voir, parce que comme ça, c'est pas évident. Exact.
Exact. Puis c'est même un projet commercialisable aussi avec d'autres programmes qui sont plus commercialisation spécifiquement, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Encore là, justement, c'est quand on a un pied dans plusieurs facettes qui peuvent rentrer différemment dans les subventions. Souvent, on fait juste regarder le projet, l'entité de l'entreprise, les caractéristiques. Puis après ça, on voit, bon, est-ce qu'on veut plus danser sur le pied de la commercialisation ou est-ce que c'est plus la formation ou c'est plus l'avancement technologique? Puis on part avec ça. Faut se parler. Exact. Voilà, ça conclut ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci énormément pour vos questions, votre participation. Encore une fois, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez d'autres suggestions, d'autres questions. Puis évidemment, si vous souhaitez reprendre ou débuter un contact avec nous, ça va nous faire plaisir d'avoir une discussion. Ouais, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mike. De collaborer avec vous. Ça a été super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.